La Terre. Planète bleue, chaude et hospitalière depuis 11 000 ans. Mais pour combien de temps encore? Que deviendrait notre monde si tôt ou tard les températures s'effondraient? Dans l'hémisphère nord, il fait moins 30 degrés par endroit. À Londres, pour la première fois depuis 200 ans, la Tamise est recouverte d'une couche de glace. Les températures continuent de chuter. À moins 25 degrés, les transports publics sont immobilisés. Les routes, recouvertes de 3 mètres de neige, deviennent impraticables, sauf à motoneige. Pour ceux qui ne peuvent se protéger du froid, c'est la mort assurée. Les bâtiments s'effondrent sous le poids de la neige et de la glace. Les infrastructures se désagrègent et la société doit lutter pour survivre. Et si ce scénario avait réellement lieu? Actuellement, nous profitons d'un climat paisible. Les terres fertiles, sous l'action du soleil, ont contribué à l'évolution de l'homme et à l'essor de la civilisation. Mais cela n'a pas toujours été le cas. La planète connaît un cycle alternant période froide, glaciaire, et période plus chaude, interglaciaire. Ces derniers siècles ont été cléments envers l'homme. La Terre n'a connu qu'un seul refroidissement notable depuis 10 000 ans. Depuis la fin du 19e siècle, les températures ont augmenté d'environ 0,6 degrés à grande échelle. Mais cela pourrait changer. Certains scientifiques ont dans l'idée que le climat stable d'autrefois ne l'était pas tant que cela finalement. Selon eux, la Terre peut brusquement connaître une courte période glaciaire appelée grand gel qui pourrait commencer dans 1000 ans. Ces experts craignent l'arrivée d'une grande vague de froid accompagnée de tempêtes de neige dévastatrices qui paralyseraient nos villes et détruiraient nos récoltes. Ce qui est terrifiant, c'est que ce climat glacial pourrait sévir plus tôt que nous le pensons, sans crier gare. Cela peut paraître alarmiste, et pourtant, à Montréal, on a déjà eu un aperçu du danger mortel que représente un grand gel. Nous sommes le 5 janvier 1998. Les températures chutent brusquement jusqu'à moins 23 degrés et une violente tempête s'abat sur la ville, l'arrosant d'une pluie verglaçante. En à peine quelques jours, cette métropole florissante n'est plus qu'une terre désolée et gelée. Un journaliste, Alan Hustack, a vécu ce terrible désastre. Alan Hustack rentre de son travail lorsqu'une coupure de courant paralyse la ville, ce qui arrive fréquemment à Montréal en hiver. Le premier soir, il y avait comme un air de fête. On a fait un feu de cheminée et allumé des bougies. On était persuadés que tout rentrerait dans l'ordre le lendemain. Évidemment, ce ne fut pas le cas. La situation est loin d'être normale. Elle ne cesse même de s'aggraver. Pendant 5 jours, une gigantesque tempête déverse 10 cm de pluie glacée sur Montréal, alors que les précipitations moyennes en cette saison sont d'environ 50 mm. Elle tombe comme de l'eau mais gèle au contact d'un obstacle, formant une couche de glace solide. Les pylônes électriques s'effondrent sous son poids. La ville est ravagée. Rapidement, 1 400 000 foyers sont privés d'électricité. La tempête verglaçante dévoile le talon d'Achille des villes modernes. Sans les technologies, nous sommes perdus. Dans les métropoles d'Amérique du Nord, qui comptent plusieurs millions d'habitants, on est habitué à voir sa télévision, son micro-ondes, son ordinateur. Et en un clin d'œil, tout cela a disparu. Notre besoin vital en électricité nous rend plus vulnérables à un changement climatique que nos ancêtres il y a des milliers d'années.
Faites le test vous-même. Coupez le courant chez vous et essayez ensuite de fonctionner sans toutes ces choses qui vous paraissent naturelles. Vous verrez. Montréal est devenu méconnaissable. Cette rue était recouverte de glace. Ça brillait de partout. Il y en avait dans les rues, sur les bâtiments, sur les toits verts des grandes bâtisses. Tout était recouvert d'un nappage glacé. Et le monument là-bas, il ressemblait à une glace à l'eau géante, en plein cœur du parc. Dans son malheur, Alan Hustack a de la chance. Il possède chez lui une cheminée et peut donc se chauffer. Mais après 4 jours d'utilisation incessante, le bois vient à manquer. Impossible d'acheter du bois. On avait une cheminée mais rien à brûler. J'ai dû couper les pieds de la table de la salle à manger pour rester au chaud la nuit. C'est là qu'on a commencé à se demander combien de temps on pourrait tenir. Il faudra attendre 5 jours et 5 nuits glacées avant que le courant revienne à Montréal. La tempête verglaçante a provoqué 2 milliards d'euros de dégâts et la mort de 30 personnes. Elle a détruit plus de 3000 pylônes électriques et une seule ligne à haute tension approvisionnait encore la ville. Selon Alan Hustack, la situation aurait pu être bien plus grave. Il ne restait qu'une seule ligne. Et si celle-ci s'était effondrée à son tour, la ville aurait été évacuée car nous aurions dû vivre sans électricité pendant 2 ou 3 mois. C'est une terrible leçon pour ceux qui vivent dans une ville moderne et se croient à l'abri, bien au chaud chez eux. La tempête a duré à peine une semaine. Et pourtant, les habitants de Montréal en ont été réduits à brûler leurs meubles pour pouvoir rester en vie. Que se produirait-il si un grand gel s'éternisait pendant des années ? Imaginez votre ville recouverte de glace, non pas durant quelques jours, mais des semaines, des mois peut-être, ou à jamais. Est-ce vraiment ce que nous présage l'avenir ? Les scientifiques rassemblent des éléments pour mieux comprendre l'évolution climatique depuis 160 000 ans. Leurs conclusions n'ont rien de rassurant. Pour comprendre les possibles causes d'un grand gel, il faut commencer par découvrir ce qui provoque l'apparition et la disparition des périodes glaciaires depuis des millions d'années. Normalement, la Terre oscille entre une période de refroidissement et de réchauffement que les scientifiques appellent interglaciaire. C'est la rotation du globe autour du Soleil qui est, entre autres, à l'origine de ces oscillations. L'orbite de la Terre ne suit pas une trajectoire simple. Elle dépend de plusieurs critères complexes, le plus important étant la forme de l'orbite. Elle ne dessine pas toujours un cercle parfait. Au cours d'un cycle d'environ 92 000 ans, l'orbite forme quasiment un rond avant de s'étendre jusqu'à devenir un ovale et reprend ensuite son apparence initiale. La planète manque alors d'ensoleillement. C'est le début de la période glaciaire. Cet immense cycle astronomique provoque de grandes variations de température qui se produisent lentement et de façon prévisible. Nous vivons actuellement dans une période interglaciaire et profitons globalement de températures relativement douces. Et puis un jour, l'orbite changera de forme et une nouvelle période glaciaire fera son apparition. Pourtant, ne vous croyez pas épargné par le froid. De récentes recherches semblent indiquer que notre climat est beaucoup moins prévisible et bien plus instable que nous le pensions. Le géologue Richard Halley a apporté de nouvelles données sur l'histoire climatique. Parfois, le climat se réchauffe brusquement. Parfois, il refroidit et repart ensuite dans l'autre sens. Ce n'est pas toujours facile à prévoir. Richard Halley a une passion pour l'eau gelée. Il fait partie des plus grands experts en la matière. Il étudie le climat en recueillant de profonds échantillons de glace appelés carottes de glace. La glace détient de précieuses données sur le climat des siècles passés.
Chaque année, à la tombée des neiges, se forme une couche gelée à la surface des plaques de glace et des glaciers. Cette couche reste à la surface jusqu'à ce qu'elle soit recouverte de neige l'année suivante. Pendant des milliers d'années, ces strates s'empilent les unes sur les autres. Plus la couche est profonde, plus la glace est ancienne. Pour atteindre cette glace ancienne, les scientifiques envoient une foreuse jusqu'à son cœur pour en extraire une colonne solide, une carotte glaciaire. En perçant profondément, on met à jour des couches de glace qui étaient de la neige il y a des milliers d'années. Cette glace et ses composants chimiques sont restés intacts depuis. Étudier les échantillons de glace permet de remonter le temps. En comparant l'épaisseur de chaque couche, Halley peut déduire l'évolution climatique entre chaque année. Sa plus grande découverte a eu lieu au Groenland, où il a extrait une carotte de glace à 3 km de profondeur. Nous avons retiré des morceaux de glace de 3 km qui contenaient des informations climatiques sur une période de 100 000 ans. C'était phénoménal. La glace découverte par Halley révèle une chose. Le principal cycle climatique qui oscille entre des périodes interglaciales chaudes et des périodes glaciaires n'est que la partie visible de l'iceberg. Généralement, le climat change lentement, tranquillement, progressivement, mais parfois, il varie brusquement, en quelques années, ou sur une seule année. Ces bouleversements soudains nous font perdre quelques certitudes. Le climat n'est pas si prévisible finalement. Nous étions là, entourés de neige au Groenland, et quand on a découvert les données des carottes de glace, le monde a changé. C'est phénoménal, c'est vraiment une découverte extraordinaire. Selon ces éléments, notre climat oscille frénétiquement entre deux extrêmes. Les variations se produisent non seulement lors d'une période glaciaire, mais aussi pendant les périodes interglaciaires que les scientifiques considéraient comme stables. Mauvaise nouvelle, ces oscillations sont grandes, très grandes, et peuvent durer plus de 1000 ans. Plus grave encore, elles agissent rapidement, perturbent notre climat et le transforment complètement en une dizaine d'années. Ces oscillations s'étendaient souvent sur une durée équivalente à la moitié de la distance qui nous sépare actuellement d'une période glaciaire. Au Groenland, on a noté des écarts de 10 degrés parfois. Ce sont de grands bouleversements en l'espace de seulement 10 ans. Les recherches d'Halley démontrent que le climat peut changer brusquement et très rapidement. Si le temps se dégradait considérablement, ce serait la fin de cette vie confortable dont nous sommes nombreux à profiter. Plus inquiétant encore, cette folle oscillation climatique semble être normale. C'est notre climat monotone et stable depuis 10 000 ans qui se révèle être un accident de la nature. Le climat a donc fait le yo-yo pendant des années, puis s'est stabilisé. Et on se rend compte que ce yo-yo est tout à fait normal. Nous devrions être habitués à ces changements climatiques permanents. Nous avons donc de la chance. Si Halley a raison, nous pourrions connaître un nouveau grand froid qui paralyserait nos villes, détruirait nos récoltes et modifierait la face sociopolitique du monde. Mais comment ? Et quand se manifestera-t-il ? Les scientifiques se rendent dans les contrées les plus extrêmes de la planète pour trouver la cause de tels changements dramatiques. Ironie du sort, il semble qu'ils ne soient pas provoqués par le froid, mais par une combinaison de feu, de soufre et de très forte chaleur. La Terre bénéficie d'une période climatique stable et de températures élevées. Mais ce ne fut pas toujours le cas. Des scientifiques ont découvert que le véritable climat de notre planète alterne rapidement entre le chaud et le grand froid. Ces variations peuvent arriver soudainement et faire des dégâts considérables. Les experts tentent de découvrir la cause de ces brusques alternances. Ils ont identifié un potentiel coupable, le volcan, après avoir découvert des preuves dans la glace.
Lonnie Thompson est un glaciologue chargé de déterminer l'histoire de notre climat en étudiant des carottes de glace. La glace est comme une machine à remonter le temps. Elle possède des milliers d'années d'archives climatiques. Plus on creuse et plus on remonte le cours des ans. On peut donc aussi bien étudier notre passé proche que lointain. Thompson a recueilli des échantillons dans le monde entier. Son impressionnante collection est conservée à -1 degré dans sa chambre froide dans l'Ohio. Ces morceaux de glace viennent de l'Antarctique. Ça, ce sont des échantillons du sud-est de l'Alaska, du Kilimandjaro en Afrique. Là, ils viennent du sud du Groenland, celui-ci des Andes en Amérique du Sud. Cette carotte de glace a été extraite sur la plaque glaciaire du Groenland. Les climatologues tels que Thompson recherchent ces précieuses carottes de glace car elles absorbent les composants chimiques et les particules présentes dans l'atmosphère et les conservent parfaitement intactes. Les scientifiques peuvent ainsi enregistrer d'anciennes compositions atmosphériques et découvrir quel phénomène naturel s'est produit à une période donnée. On peut nettement voir quand on a ajouté du plomb dans l'essence et quand on a décidé d'utiliser de l'essence sans plomb. Ce sont d'excellents capteurs de composants atmosphériques. Les carottes de glace conservent le sable et la poussière, signe d'années de sécheresse. Ce qui est magnifique, c'est que cette poussière est préservée telle qu'elle. Elle indique une sécheresse qui a eu lieu en Afrique il y a 4200 ans. Les carottes de glace contiennent également des couches sombres de cendres volcaniques. Les échantillons trouvés par Thompson ont enregistré des éruptions volcaniques. On voit bien l'éruption du mont Lina le 17 février 1600. En mesurant la concentration de gaz atmosphérique et d'isotopes radioactifs saisis dans la couche de glace juste après celle de cendres volcaniques, Thompson peut déterminer le climat de cette année-là. Il découvre qu'une forte éruption est suivie d'une chute des températures. Comment se fait-il qu'elle puisse provoquer un brusque refroidissement ? Lors d'une éruption, le volcan envoie de grandes quantités de poussière dans l'atmosphère. Cette poussière se compose de minuscules particules de pierre si fines qu'elles flottent dans l'air. Cette poussière se déplace dans le ciel et forme progressivement une couche qui filtre les rayons du soleil, provoquant ainsi un rafraîchissement de la planète. Les cendres retombent ensuite sur la Terre et sont retenues dans la glace. En datant chaque couche de cendres présente dans la carotte de glace, Thompson parvient à comprendre la réaction climatique qui suit une éruption. Le Tambora s'est réveillé en 1815, justement une année sans été. En Europe, les températures estivales étaient inférieures de 2,75 degrés à la normale saisonnière. Les récoltes étaient maigres et des milliers de gens mouraient de faim. Même les États-Unis furent touchés. Dans l'Ohio, il a neigé en juillet cette année-là, et on n'a rien pu récolter. Les volcans peuvent avoir un impact très immédiat sur le climat. Les analyses scientifiques des échantillons de glace révèlent que les volcans influent sur les températures, et ce, de plusieurs manières. Car les cendres volcaniques ne sont pas l'unique cause d'un brusque refroidissement. Les volcans possèdent une autre arme. Un gaz capable de renvoyer vers l'espace notre unique source de chaleur, le Soleil. Lorsqu'il crache son nuage de cendres, le volcan projette un cocktail de gaz dans l'atmosphère. Le volcanologue David Schneider analyse ces gaz en survolant les cratères de volcans en activité. Son laboratoire, l'Alaska, l'État des États-Unis où les volcans sont les plus actifs. Aujourd'hui, Schneider s'envole pour le mont Spur, un volcan en activité qui couve depuis 1 an. Il se rend au-dessus du cratère et traverse le nuage de gaz. Le lieu est un immense champ de volcans, et Schneider les connaît tous.
Il y a beaucoup de magnifiques volcans en Alaska, tous plus intéressants les uns que les autres. C'est vraiment difficile d'en choisir un. Ça revient à demander quel enfant on préfère. Après 1 heure de vol, ils atteignent le volcan en activité. Nous survolons la caldeira qui s'est formée lors d'une éruption il y a des milliers d'années. Le nouveau sommet est un dôme volcanique qui s'est formé par la suite dans ce cratère. Schneider se met au travail. À quelle altitude on est, Ron? À 25 mètres, tu veux descendre? Schneider analyse le nuage volcanique pour comprendre comment celui-ci modifie le temps. Très vite, le chercheur découvre l'arme secrète du volcan. L'anhydride sulfureux. On sent une légère odeur d'anhydride sulfureux lorsqu'on survole le volcan. C'est justement ce que nous sommes venus mesurer. De tous les gaz que contient un volcan, l'anhydride sulfureux est celui qui contribue le plus au refroidissement de la planète. Lors de violentes éruptions, le volcan projette de l'anhydride sulfureux dans l'atmosphère. Au contact de la vapeur d'eau, le gaz réagit pour former des gouttelettes d'acide sulfurique. Les gouttelettes d'acide sulfurique brillent très fort, comme ce miroir, et renvoient la lumière du soleil vers l'espace, ce qui provoque une chute notable des températures sur Terre. Imaginez des milliards de petits miroirs flottant au-dessus du globe et renvoyant la lumière du soleil vers l'espace. La planète, privée de chaleur, se refroidit. L'anhydride sulfureux a un effet très dévastateur. Même les éruptions sans explosion qui libèrent très peu de cendres volcaniques peuvent dérégler le climat. En 1783, le mont Laki, en Islande, déversa une lave riche en sulfure à la suite d'une fissuration du sol. Il ne projeta pas de cendres, mais de l'anhydride sulfureux, ce qui provoqua l'année suivante une baisse des températures de 5 degrés dans l'est des États-Unis. Ces dérèglements climatiques déclenchés par les volcans sont-ils considérables au point de bouleverser la vie sur Terre? C'est l'avis de certains scientifiques. En fait, il y a près de 1500 ans, une éruption volcanique changea radicalement le climat, au point d'avoir peut-être modifié le cours de l'histoire. L'historien David Keyes pense que la gigantesque éruption de 535 après Jésus-Christ recouvrit notre planète d'un nuage de gaz et de poussière volcanique. Des gens racontèrent à l'époque que pendant 1 an, le soleil brilla comme la lune. La chute générale des températures eut des répercussions spectaculaires dans toutes les sociétés. Les vieux empires s'effondrèrent et de nouveaux se développèrent. Notre monde actuel émergea de ce chaos général. Ça a été une catastrophe qui a complètement bouleversé la démographie et la société, en Afrique, au Moyen-Orient, en Europe, et le cours de notre histoire. La chute brutale des températures provoquée par les éruptions volcaniques a eu des effets complexes. Ces changements détruisent notre fragile équilibre climatique. Un écart de seulement quelques degrés pourrait dérégler le temps dans plusieurs parties du monde. Des violentes tempêtes, des famines, des inondations. Voilà le genre de catastrophes que créent des problèmes climatiques. Imaginez que tous les ans, nos villes doivent faire face à des ouragans, des inondations répétées et des tornades. Ces événements pourraient entraîner une réaction en chaîne impossible à arrêter et qui mènerait tout droit à une catastrophe planétaire. Cela ressemble au jeu des dominos. Le premier domino serait le changement climatique, qui provoquerait des phénomènes météorologiques violents. Ce chaos, à son tour, détruirait les récoltes, provoquant famines et maladies. Une fois que les dominos tombent, rien ne peut les arrêter.
Viennent ensuite l'insurrection, l'effondrement des civilisations et enfin l'anarchie totale. Mais il y a un vice. Ce bouleversement climatique pourrait affecter plus ou moins durement les pays. Des scientifiques estiment que ce sont les sociétés les plus avancées qui seront les plus touchées, arguant que plus une société est développée, plus il y a de choses à détruire. Plus on monte, plus la chute est rude. Quand une société est à la fois très complexe et avancée, cela la rend vulnérable en cas de problème. Les civilisations moins développées seront également touchées, mais elles tomberont de moins haut. Elles pourraient alors être capables de rivaliser à pied d'égalité avec les cultures jusque-là dominantes. La redéfinition des pouvoirs politiques et militaires qui en résulterait risquerait de mener à la guerre. C'est un peu le jeu de la chaise musicale au niveau géopolitique. On fait face à des problèmes climatiques inattendus, puis à leurs répercussions, et tout le monde doit trouver une nouvelle place. Selon Keyes, ce remaniement ne sera pas forcément dû à un grand bouleversement climatique. De petits changements pourraient déjà avoir des conséquences. Les changements climatiques ont pour effet de réharmoniser nos sociétés. Cela s'est produit par le passé et je suis persuadé que cela se produira dans l'avenir. Les volcans peuvent provoquer un refroidissement aux effets dévastateurs, mais qui ne se font ressentir que quelques années. Imaginez un grand gel qui sévirait 1000 ans et exterminerait des espèces entières. Il y a 13 000 ans, la planète a connu un phénomène analogue. Aujourd'hui, des scientifiques redoutent qu'elle subisse prochainement un nouveau refroidissement. L'histoire a prouvé que même une variation d'1 ou 2 degrés pendant quelques années pouvait modifier à jamais le cours de la civilisation et pousser les sociétés à la catastrophe. Que se passerait-il alors si ces variations climatiques duraient plus longtemps et étaient plus fortes? Est-ce qu'on verrait disparaître des espèces entières? La réponse se trouve peut-être sous terre, dans une grotte située dans le Kentucky. L'anthropologue Kenneth Tankersley étudie les brusques changements climatiques à l'aide de fossiles. Ces recherches pourraient nous éclairer sur le pouvoir du système météorologique. Ce qu'on prélève ici peut, à mon avis, nous aider à nous adapter aux futurs changements climatiques. Nous devrons peut-être notre salut aux sédiments qui se trouvent dans cette grotte. Tankersley emmène une équipe sous terre à la recherche d'éléments témoignant du soudain bouleversement climatique qui a eu lieu à la fin de la période Pléistocène, il y a 13 500 ans. Il concentre ses recherches ici car les preuves sont enfermées dans les restes d'animaux qui sont morts il y a des milliers d'années avant d'être balayés sous terre. Les grottes agissent comme des aimants. Elles recueillent les restes d'animaux et de plantes car leur fonction première est d'hériter de tout ce que la nature déverse. Dans les grottes, l'humidité et la température restent constantes, ce qui permet la conservation d'ossements d'animaux dans les couches sédimentaires empilées les unes sur les autres par ordre chronologique. En nous enfonçant dans la grotte, nous remontons le cours des ans. Je me suis souvent dit qu'en me dépêchant, je pourrais rattraper les hommes et les animaux qui ont vécu la dernière époque glaciaire. L'équipe de Tankersley descend dans la grotte à la recherche d'éléments prouvant l'extinction massive d'espèces qui s'est produite à cette période. Ils sont à la recherche de fossiles. L'accumulation d'eau et de plantes fossilisées porte le nom de sédiments. C'est un bon indicateur des variations climatiques survenues autrefois. Tankersley utilise une simple machine portative qui extrait des couches toujours plus anciennes au fur et à mesure de l'avancée des travaux. Le chercheur trouve des ossements.
une couche de créatures fossilisées aujourd'hui disparues. Il reste des ossements parce que l'environnement a connu un changement climatique rapide, profond et général. Les couches de fossiles trouvées par Tankersley datent de la fin de l'ère Pléistocène, une période qui connut un grand bouleversement climatique. Il découvre les restes d'étranges créatures anciennes qui ont toutes disparu de notre planète. C'était probablement un Phénacomis d'Ungava. Ça, c'est un chélydre serpentine. Et ça, une musaraigne pygmée. Là, c'est une phalange de Platygonus compressus. Le Platygonus compressus est une sorte d'immense cochon. Il fait partie d'un type d'espèce très durement touché par le soudain réchauffement terrestre, les mammifères géants. Les mammifères géants étaient de très grandes bêtes qui vivaient pendant la dernière période glaciaire. Imaginez un castor de la taille d'un ours noir ou un paresseux géant aussi grand qu'un arbre. Les recherches de Tankersley confirment que de nombreux mammifères géants se sont éteints à la fin de l'ère Pléistocène, quand les températures commencèrent à remonter. On ignore encore la cause de leur extinction, mais Tankersley pense que le brusque changement climatique a contribué à leur disparition. Plus de 30 espèces différentes de mammifères géants ont disparu en très peu de temps. Ces mammifères avaient un taux de reproduction très faible. Cela s'explique peut-être par le fait qu'ils avaient du mal à s'adapter au changement. Le climat a changé si rapidement et profondément sur toute la surface de la Terre que ces mammifères n'ont eu aucune chance. Les recherches de l'anthropologue montrent qu'un brusque refroidissement ou réchauffement a des conséquences sur la survie des espèces. Qu'en est-il de l'homme ? Une chute de quelques degrés peut entraîner une pénurie de récoltes telles le maïs, le riz et le blé, provoquant une famine dans le monde entier. Tankersley craint que l'humanité ait peu de chances de survie si une immense vague de froid surgissait. Si nous devions connaître une nouvelle ère glaciaire, tout ce dont nous avons besoin pour survivre, une terre par exemple, serait prisonnier du gel. Il y aurait une pénurie d'espaces habitables et d'étendues de terres cultivables. L'humanité pourrait-elle s'adapter à cette nouvelle vie ? Serions-nous, nous aussi, amenés à disparaître ? Comprendre ce qui provoque ces oscillations climatiques est peut-être notre seule chance de survie. Mais jusqu'à présent, les nouvelles ne sont pas réjouissantes. Il semble que nous soyons responsables de l'apparition du nouveau grand froid. La Terre se trouve actuellement dans une période interglaciaire, située entre deux ères glaciaires, dont le climat exceptionnellement stable a permis le développement des civilisations. Mais cette stabilité se révèle être accidentelle, tandis que les soudaines oscillations entre le chaud et le froid sont, elles, normales. Ce qui est inquiétant, c'est qu'un refroidissement risque de se reproduire plus tôt que prévu. Les scientifiques aimeraient découvrir la cause de ces rapides et persistants changements climatiques. Les volcans provoquent un rapide refroidissement. Mais qui est à l'origine des grands gels ? Si les volcans pouvaient s'organiser, ils seraient les maîtres du monde. Mais ils sont incapables de provoquer l'apparition d'une période glaciaire. Il est impossible qu'un volcan d'Alaska en prévienne un autre en Indonésie d'entrer en éruption. La cause des grands gels se trouve peut-être au fond des océans. La température joue un rôle prépondérant dans la circulation océanique. Les eaux chaudes étant moins denses que les froides, leur niveau a donc tendance à augmenter. Inversement, le niveau des eaux froides plus denses a tendance à baisser. Au niveau de l'équateur, les mers sont davantage ensoleillées qu'au pôle. L'eau s'y réchauffe, son niveau augmente et elle se déplace vers les eaux polaires. Ce mouvement est connu sous le nom de grand convoyeur océanique.
Une fois arrivées au pôle, les eaux chaudes se refroidissent. Leur niveau baisse et elles sont refoulées vers l'équateur dans les fonds océaniques. Le mouvement des eaux chaudes draine un air chaud lui aussi. Dans l'Atlantique Nord, ce courant chaud s'appelle le Gulf Stream. Sa chaleur équivaut au rendement d'1 million de stations électriques. C'est une des raisons pour lesquelles l'Angleterre enregistre des températures relativement élevées tandis que le Canada, pourtant sur la même latitude, doit affronter le gel. Le mouvement des eaux et de l'air chaud réchauffe la planète et contribue à la stabilisation des phénomènes météorologiques. Cette stabilité permet le développement des civilisations. Notre population est ainsi passée de 4 millions d'individus à plus de 6 milliards aujourd'hui. Mais les courants océaniques n'ont pas toujours circulé de façon si fiable. Le grand convoyeur océanique a pour fonction de stabiliser le climat. Comment alors pourrait-il déclencher un grand gel ? En théorie, si le convoyeur s'arrête, la distribution d'eau et d'air chaud cesse également, ce qui bouleverserait le climat. Mais qu'est-ce qui serait assez puissant pour stopper la circulation océanique ? Le dernier grand gel pourrait apporter un élément de réponse. Quand notre planète est sortie de la dernière période glaciaire, il y a 13 000 ans environ, les températures sont remontées. En Amérique du Nord, la plaque de glace s'est mise à fondre et un immense lac d'eau douce s'est formé à l'emplacement actuel de la baie d'Hudson. Ce lac était retenu par des montagnes de glace. Mais un événement dramatique les a brisés et des litres d'eau douce se sont déversés par millions dans l'Atlantique Nord, un volume équivalent à 450 fois celui qui traverse quotidiennement les chutes du Niagara. Cet immense afflux d'eau fit chuter la salinité de l'Atlantique Nord. Et cela pose un problème crucial. L'eau douce, moins dense que l'eau salée, ne baisse pas de niveau. Cette modification de densité a eu pour effet de ralentir l'avancée du grand convoyeur océanique. Qui plus est, l'air chaud cessa de circuler. Résultat, le système climatique s'est déréglé et les températures ont chuté. Les données que renferment les carottes de glace trouvées par Richard Halley indiquent que des oscillations climatiques ont affecté le monde entier à cette époque. L'hémisphère nord fut probablement touché presque instantanément, et l'hémisphère sud en l'espace d'un siècle environ. Ce refroidissement majeur porte le nom de Younger Dryas. Les données contenues dans la glace font état d'une glaciation brutale de la planète durant plus de 1000 ans. Cela a été le dernier grand froid qu'a connu la Terre. Mais pourquoi s'inquiéter ? Cela a eu lieu il y a plus de 10 000 ans. Et pourtant, cela pourrait se répéter prochainement. Car quelque chose perturbe l'équilibre naturel de notre planète. Quelque chose qui pourrait mettre fin brusquement à la stabilité climatique, et ce, plus tôt que nous le pensons. Ce quelque chose, c'est le réchauffement planétaire. Si vous pensez que cela signifie des étés plus longs et des hivers doux et agréables, vous allez être très déçus. Ce réchauffement mettra plutôt en déroute notre fragile système météorologique, sans qu'on sache quelles en seront les conséquences. Le climat terrestre est comme un homme ivre. Si on le laisse seul, il reste tranquille. Mais si on le presse, il se déplace en titubant. On ignore si notre planète conservera ce temps agréable et stable dont nous jouissons depuis 10 000 ans. Certains scientifiques redoutent que la hausse générale des températures ne dérègle notre fragile système climatique bien plus que nous ne le pensions. Le réchauffement planétaire pourrait, selon eux, nous entraîner vers un nouveau grand gel. Avec la hausse des températures, de l'eau froide et peu salée issue de la fonte de la glace arctique se déversera dans les océans, ce qui ralentirait la course du convoyeur océanique et provoquerait une chute des températures dans certaines parties du monde. Il est possible que nous réchauffions la planète, ce qui provoquera la fonte des glaces au Groenland. Et si une trop grande quantité d'eau douce se déverse dans l'Atlantique Nord, alors le réchauffement planétaire sera également à l'origine d'une glaciation dans la région de l'Atlantique Nord.
Aussi étrange que cela puisse paraître, la hausse des températures entraînera un refroidissement majeur. Cela peut paraître impensable, et pourtant, des scientifiques font actuellement des recherches pour déterminer l'impact réel qu'aurait un réchauffement planétaire sur un refroidissement planétaire. De nombreux experts, à l'instar du climatologue Dan Perovich, se sont rendus à Barrow, en Alaska, le campement le plus au nord des États-Unis, pour y étudier le phénomène de réchauffement planétaire. S'il y a bien un réchauffement, c'est ici qu'on le verra en premier, et que se manifesteront le mieux certains signes caractéristiques. C'est pour ça qu'on vient ici. Perovich étudie l'impact du réchauffement planétaire sur la nappe de glace. Ses conclusions sont peu rassurantes. La mer de glace arctique est quasiment aussi étendue que les États-Unis. Mais depuis 30 ans, elle perd en une décennie l'équivalent d'une surface allant d'une région de la taille de l'Auvergne jusqu'aux 3/4 de la France. Des scientifiques estiment que la mer de glace arctique pourrait disparaître en été d'ici 50 ans. On pense que ce terrible réchauffement est provoqué par l'émission dans l'atmosphère de gaz contribuant à l'effet de serre issus de combustibles fossiles. Pour mieux comprendre les effets de cette hausse des températures, Perovich se rend sur la mer de glace arctique. Il perce un trou dans la glace afin de mesurer son épaisseur. Les études de Perovich ont révélé que non seulement la glace arctique se réduisait, mais qu'elle s'affinait également. Comme la glace se réduit seulement progressivement, on pourrait penser que ce n'est pas grave, mais il y a un autre paramètre à prendre en compte, l'épaisseur de la couche de glace. Nous voulons connaître son évolution. Dans les années 60, l'épaisseur moyenne de la mer de glace arctique était de plus de 3 mètres. Aujourd'hui, elle est tombée à moins de 1,80 m par endroit. Cela représente une baisse de 40%. La couverture de glace éternelle pourrait avoir disparu dans 50 ans. Cela signifie qu'en été, il n'y aura plus de mer de glace arctique, ce qui ne s'est pas produit depuis des centaines, voire des milliers d'années. Cette disparition de la mer de glace arctique pourrait s'avérer désastreuse. La glace agit comme un tampon qui empêche l'eau des glaciers de se déverser dans les océans. Quand la mer de glace disparaîtra, ces glaciers se précipiteront sans retenue dans les océans. Cet afflux fera diminuer la salinité de l'eau et perturbera la course tranquille du convoyeur océanique. Chaque année, des glaciers de la taille de l'île de la Réunion se répandent dans la mer, submergés par l'arrivée de millions de litres d'eau douce. Actuellement, les glaces ont tendance à fondre, comme ce fut le cas il y a environ 13 000 ans. On peut redouter que cela provoque l'apparition d'un nouveau grand gel. Mais à l'heure actuelle, personne ne sait si et quand cela aura lieu, ni dans quelle mesure nous serons touchés. Et même si ce froid était bien moins rude que le Younger Dryas, il menacerait nos vies. La Terre pourrait connaître un brusque refroidissement. Il y a environ 13 000 ans, à la fin de la dernière période glaciaire, la planète se réchauffa rapidement. On pense que le convoyeur océanique cessa de fonctionner, déclenchant ainsi un brusque refroidissement. Actuellement, le réchauffement planétaire fait fondre les glaciers et les plaques de glace, rafraîchissant ainsi nos océans. Les scientifiques craignent que ce changement climatique ne provoque l'arrivée d'un nouveau grand gel. L'océanographe Neil Bogg s'est rendu sur la côte du Groenland pour étudier l'Atlantique Nord. Selon lui, le réchauffement planétaire pourrait entraver la circulation océanique, ce qui mettrait la Terre en danger. Certains indices prouvent que le convoyeur ralentit déjà. Est-ce que ce phénomène se poursuivra ou la circulation reprendra-t-elle son cours? Notre étude tente de répondre à ces questions. Aidé de son équipe, Bogg mesure la salinité et la température du courant marin du Labrador, un endroit déterminant situé dans les eaux gelées de l'Atlantique Nord. Ces mesures lui indiquent la quantité d'eau gelée présente dans la mer et sa vitesse d'écoulement, un excellent indicateur de l'état de santé du convoyeur océanique.
Les recherches que nous faisons dans le courant marin du Labrador sont essentielles, car elles permettront de mieux prévoir les effets de la modification du convoyeur sur le climat. Ils sont venus lancer un planeur des mers. Cette torpille high-tech mesure la salinité et la température de l'eau en se déplaçant dans la mer du Labrador. Bog espère que cette nouvelle technologie apportera enfin la réponse à la question de savoir si le convoyeur océanique s'arrête. Les scientifiques sont à la merci de la météorologie et sont donc parfois contraints de travailler de nuit. Le planeur doit être lancé dans les eaux profondes, à 75 km des côtes. Les hommes lancent le planeur et le regardent disparaître dans les eaux sombres de l'Atlantique Nord. Leurs travaux révèlent sur cette partie du convoyeur une information que nous ne voulions pas entendre. Les eaux profondes ne se forment plus aussi rapidement. La force motrice du convoyeur ne fonctionne plus aussi bien qu'avant. L'océanographe craint que le grand convoyeur océanique connaisse prochainement un bouleversement. On pourrait enregistrer un changement notable d'ici quelques décennies, 10, 20 ou 30 ans, en tout cas dans un avenir proche. Bog n'est pas le seul à s'inquiéter. Des chercheurs du Centre national océanographique de Southampton, en Angleterre, étudient l'évolution des courants marins de l'Atlantique au cours des 50 dernières années. Leurs études montrent que jusqu'en 2004, le convoyeur océanique est resté constant. Ensuite, il a brusquement changé et a ralenti sa course. Ces chercheurs pensent eux aussi que la fonte des glaces due au réchauffement planétaire pourrait enrayer la circulation océanique. Leurs prévisions ne sont pas rassurantes. Au cours des 20 prochaines années, les températures en Grande-Bretagne et en Europe continentale se rapprocheront de celles du Canada. Les températures pourraient chuter de 5,5 degrés et atteindraient moins 17 degrés en hiver. Si leur hypothèse est exacte, nous courrons droit à la catastrophe. Les récoltes se feront rares, les gens mourront de faim. Et ce ne sera que le début. À l'arrivée du grand froid, des villes comme Londres plongent dans le chaos. L'électricité est coupée et l'eau potable gèle. Rapidement, les transports publics sont paralysés. Impossible de faire démarrer les voitures et les routes sont recouvertes de neige et de glace. On ne peut se déplacer qu'en autoneige. Sans une tenue adaptée, l'homme ne survit pas à une température inférieure à moins 34,5 degrés. Pour ceux qui ne peuvent s'abriter du froid, c'est la mort assurée. Les routes et les fleuves deviennent impraticables. Petit à petit, la ville s'ensevelit sous la neige et la glace. Les bâtiments se délabrent puis s'écroulent sous leur poids. Enfin, la métropole meurt et c'est la fin de la société. Ce n'est pas une vision très optimiste de l'avenir. Quelle est la probabilité d'endurer un jour un tel froid ? Il se peut que la planète connaisse un court refroidissement dû aux éruptions volcaniques qui déclencheraient des guerres et des famines. Mais il pourrait s'agir d'un phénomène plus important. Aujourd'hui, des scientifiques pensent que le convoyeur océanique a une chance sur 2 de s'arrêter au cours des 100 prochaines années. Cela provoquerait un bouleversement radical du climat terrestre et créerait de violentes tempêtes et inondations. L'Amérique du Nord, la Grande-Bretagne et l'Europe subiraient un grand refroidissement. Il pourrait faire très froid autour de l'Atlantique Nord, au point de voir les Britanniques se déplacer en chasse-neige. À l'avenir, le climat risque d'être bien plus violent. La planète devenue instable pourrait connaître un nouveau grand froid qui changerait à jamais
le monde tel qu'on le connaît.